Voilà, je voulais remercier aussi Sylvia Lippi de la manière dont elle a accueilli notre invitation de façon très, très enthousiaste, si je puis dire. Et ça m'a fait plaisir. Elle a dit qu'elle me connaissait un peu déjà pour avoir été sur le site. Oui, je connais bien votre site et je l'ai dit carrément. Je dis pour moi c'est un aboutissement être là. Ah oui, vraiment ça, c'était voilà, quand on publie des livres de psychanalyse et passer par ici c'est la vérité. C'est pas de la flatterie. Pour moi c'était enfin j'ai réussi à y aller. C'est un honneur que vous nous faites d'être là plutôt. Écoutez, c'est très gentil. En tout cas, c'était très agréable de commencer comme ça et avec votre joli accent italien. Voilà, et en plus nous avons été en Italie avec Dante et ravis d'aller à Florence. Et on avait déjà été à Venise avec notre amie Jacqueline qui nous a entraînés sur ce terrain-là aussi. Voilà, alors j'ai envie de dire à Sylvia Lippi aussi que en fait elle s'est emparée quand même d'un très beau sujet, s'occuper du désir, même s'il y a eu beaucoup de choses, c'est quand même sur la voie de ce que Freud a introduit, le premier, je dirais quand même, sur le désir inconscient avec le désir du rêveur. Et la Traumdeutung, c'est ce qui nous a introduit à cette question, à l'énigme du désir et à son objet, cet obscur objet du désir. Donc déjà ce sujet que vous avez entrepris est un très beau sujet. Et j'ai été aussi, et c'est pas toujours le cas, saisie par le titre. Pas moi seulement d'ailleurs, mais il y a d'emblée dans ce titre la décision du désir, quelque chose qui intrigue. Sachant ce qu'on sait sur le désir, y accoler la décision, c'était une manière de nous mettre d'emblée au travail sur les paradoxes de la chose. Et ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Alors, je vais reprendre quelques petites choses que j'ai notées. Donc, je suis là pour vous accueillir et lancer un petit peu le débat. Il y aura d'autres questions qui vont suivre, bien sûr. Alors, effectivement, ce titre, d'emblée, ne pouvait que nous donner envie de vous suivre et de vous lire. Comment décider de ce qui nous dépasse, de ce qui se joue à notre insu, ayant aussi bien appris que ce désir inconscient, en fait, il faut le déchiffrer, le lire et le suivre à la lettre. Donc, y introduire cette question de la décision rend les choses, complexifie d'emblée les choses. Vous reprenez longuement dans ce livre le désir, dans toute la traversée de la cure, j'ai envie de dire. Et il y a un côté un peu didactique dans votre livre, effectivement, parce que c'est vrai que la question du désir permet d'ouvrir toutes les autres questions sur la cure, et jusqu'à la traversée de la cure jusqu'à son dénouement. Hein, et alors, effectivement, il y a une chose aussi qui est très présente dans votre livre, c'est votre affinité avec la philosophie. En fait, vous êtes de formation philosophe, si j'ai bien compris. Et il y a beaucoup de références à des philosophes. Spinoza est un peu central, me semble-t-il, dans vos références, puisque il a dit que le désir était l'essence de l'homme. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui renvoient à Spinoza. Il y a aussi, bien sûr, d'autres philosophes comme Lévinas, Sartre. Et alors, pour moi, la question, effectivement, autour de laquelle s'articulait votre livre était aussi d'essayer de saisir, parce que je dirais qu'il y a différents niveaux de lecture dans votre livre. Il y a un niveau de lecture, disons, où vous connaissez vraiment les textes, Freud, Lacan. Il y a vraiment une traversée de la question du désir telle que la théorie analytique l'a posée. Mais il y a aussi d'autres lectures possibles de votre livre. Et moi, je le prendrais du côté de votre proximité avec la philosophie
et de la question de savoir au fond comment vous êtes passé d'un discours à l'autre. Et sur ce passage qui vous a conduit, enfin je ne sais pas dans le temps si ça s'est articulé comme ça, mais de ce passage de la philosophie au désir du psychanalyste. Parce qu'en filigrane de ce travail, et bien sûr c'est ce qui nous intéresse, non seulement parce que Serge nous a mis sur la question du désir du psychanalyste à l'épreuve de la littérature, mais parce que on sait bien que le désir du psychanalyste est le moteur de la cure et que c'est tous les trébuchements de ce désir qui nous fait travailler, qui nous met en embarras, mais qui nous fait aussi avancer et qui fait que la psychanalyse est toujours vivante. Alors, j'ai envie de lancer les choses autour de cette question, effectivement, du désir du psychanalyste. Alors, vous entendre un peu sur ce passage. Et bon, il y a bien sûr des références dans votre livre où vous faites bien entendre qu'est-ce qui conduit le psychanalyste du désêtre à quelque chose peut-être qui pourrait faire émerger. Ou... Il y a quelque chose dans ce livre de la naissance du désir du psychanalyste que vous faites entendre, même s'il n'est pas tout de maintenant. Mais c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans votre livre, tout ce cheminement qui nous renseigne et qui nous instruit encore sur l'énigme de ce désir du psychanalyste. Parce que quoi qu'on en dise, ça reste toujours quand même une énigme dont on a chacun peut-être à rendre compte à notre manière. Et vous l'avez pris du côté de ce que vous en écrivez là et que j'ai trouvé intéressant. Alors moi je l'aborderai de ce côté-là et puis je crois que j'ai des amis peut-être qui pousseront dans le corps de votre texte aussi autrement. Vous voulez que je réponde tout de suite? Oui, allez-y. Alors d'abord vraiment j'étais très touchée par votre lecture d'Elia parce que c'était... voilà, vous avez lu un peu ce qui était vraiment au niveau très, très caché un peu, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel que je n'ai pas peur de vous dire, donc je le reprendrai à partir du personnel. C'est un travail qui est né au début comme maîtrise de philosophie, donc Sorbonne, hein, travail universitaire. Après, il était venu un DA de psychanalyse à Paris 8, hein, sous la direction de Wachmann. Et après, il y a eu tout mon parcours. À l'époque, je n'étais pas analyste, hein, j'étais analysante. Et disons qu'il est né, ce livre, avec mon désir d'analyse, hein, comme dirait Lacan. Vraiment, j'ai commencé, j'étais enthousiaste. Hein. J'ai découvert les textes, j'ai découvert les désirs pour la psychanalyse, en rapport à la philosophie. Voilà, il y avait tout, même avec... cette idée un peu de bricoler entre ces deux disciplines, hein, que c'est un peu une caractéristique à moi, donc certaines c'est critiquable comme méthode, mais c'est vraiment bricoler, hein, je ne sais pas que j'ai dit ça c'est philosophique, ça c'est psychanalyse, non, je peux bricoler avec ensemble et on va voir où on arrive. Donc il est né comme ça, après il y a eu une pause, moi j'ai commencé ma pratique en institution et après au cabinet. Je fais une thèse et le livre il est resté comme ça. Et évidemment, il n'était pas celui qui est aujourd'hui. Après, je l'ai fait lire à Jean-Claude Aguerre, qui ça l'a intéressé. Il m'a fait une lecture très, très approfondie pour voir qu'il fallait répondre, etc. Et après, je l'ai pratiquement réécrit. Vraiment avec tout à fait un autre point de vue. J'étais plus j'étais encore analysant d'ailleurs à l'époque. J'étais quand même encore analysant, mais j'étais analyste. Donc il y a eu vraiment tous les passages. Il a traversé. Donc comme vous disiez, exactement, il y a tous ces passages, ces niveaux différents. Vraiment la partie explicative, même naïf, que j'ai voulu laisser. Il y a des parties très naïves. On prend vraiment les concepts forts de Lacan ou de Freud.
on les représente d'une façon un peu dure, pure et dure, disons. Mais je les ai voulu laisser parce que pour moi, ça correspondait vraiment à cette époque où j'ai découvert la psychanalyse. Et après, c'était vraiment l'époque où les concepts sont devenus plutôt pratiques, cliniques. Hein, c'est pas un livre clinique, hein, je ne parle pas des cas ou des choses comme ça, mais ça reste quand même une question qui a traversé d'abord mon passage d'analysant à analyste et qui quand même traverse tout mon travail au quotidien. Vraiment, comment travailler les désirs dans un sujet. Hein, indépendamment de sa structure, il y a quand même une question qui nous traverse et qui nous interroge. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ce parcours-là que je fais et que j'ai en quelque sorte reproduit d'une façon pas forcément que vous disiez très apparente, mais quand même qui est au fond, il y a tous ces parcours-là et je suis contente quand même que ça a pu passer ces travaux-là. Par exemple, il y a toute la partie où je parle notamment de la traversée du fantasme, par exemple, qui est liée au désir, qui est quelque chose vraiment qui est quelque chose qu'on peut vraiment reconstruire et déconstruire dans la cure et qui nous présente vraiment la question à partir vraiment de ce qui était quand même une pratique analytique principalement comme analysante. Donc si je devais me situer dans l'écriture fondamentale et principale de ces livres, c'est en tant qu'analysant, avant qu'analyste, hein, quelque part. Il y a vraiment cette partie-là qui m'intéressait quand même de laisser vivre, hein, pas tout de suite la mettre de côté, ok, j'ai ma position. Hein, non, hein, il y a vraiment une position, vraiment les débuts de ce qui était venu après ma vie. Hein. Donc je dirais ça. Et pour revenir sur la question de la philosophie qui a évidemment une place importante parce qu'en même temps que dans mon parcours, en même temps que j'ai découvert la psychanalyse, je faisais un double cursus, j'ai découvert en même temps, je fais les études tard, hein, je précise pour que ça ne se fasse pas un livre trop vieux. Donc je découvrais en même temps la psychanalyse et la philosophie et c'était vraiment ces passages constants où parfois les mêmes concepts venaient traités d'une façon différente et parfois ça pouvait se recouper. Hein. Donc quand j'ai lu Spinoza, il est vrai qu'il y a eu les termes décision, c'est un terme de Spinoza. Hein, je l'ai trouvé chez Spinoza. Et Spinoza, il y avait un passage que vous trouvez au début, dans l'introduction de mon livre, où il y a vraiment cette idée, il parle de décision au niveau de l'esprit et détermination au niveau du corps. C'est un passage assez complexe. Mais je me suis dit, voilà, là, il y a tous les centres de mon travail. C'est-à-dire quelque chose d'abord qui met en relation l'esprit, la psyché, hein, on peut aussi traduire, lui il écrivait à latin, donc on peut considérer aussi la psyché, les corps, donc avec une liaison très forte avec l'idée d'une décision et une détermination. Donc vous voyez déjà l'idée d'une détermination, donc quelque chose qui arrive au corps, hein, à partir du corps, malgré nous. Et après, il y a quelque chose dans la psyché qui devient décision. Alors, il y a toute l'ambiguïté de ce terme. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, décision? Ça va de soi. Hein. Je pense qu'il ne faut pas perdre beaucoup de temps à dire qu'il ne s'agit pas de la décision consciente, hein, la décision à la Descartes, hein, la décision au sens philosophique classique. Mais c'est quelque chose qui se décide au niveau inconscient. Donc c'est l'inconscient qui décide à partir des déterminations du corps. Pensons aux symptômes, ou tout ce qui peut arriver à partir du corps, de la pulsion, etc. Comme vous disiez, c'est quelque chose de très freudien. Hein. Je suis contente que vous l'aviez. C'est Lacan qui a la partie principale de mon livre, mais je le précise, c'est quand même le Wunsch freudien qui est à l'origine de cette idée du désir, du moins comment je la traite. Donc vous voyez, il y a cette idée d'une détermination qui après devient décision, et c'est là tous les jeux, à mon avis, de la cure. Hein, ce rapport tout à fait original qui se passe, hein, je dirais avec encore des termes philosophiques, entre ce qui est nécessaire et contingent,
entre l'étuquet et l'automaton, hein, relu par Lacan. Entre ce qui est déterminé, hein, et ce qui en revanche n'est pas déterminé dans l'inconscient. Ça m'intéressait aussi essayer de ne pas, après tous les critiques qu'on a entendues aussi sur la psychanalyse passéiste, c'est toujours les passés, donc comme si l'inconscient était simplement, hein, il fallait refaire sortir ce qui était dans les passés et qui était déterminé, etc. Non, l'inconscient, il a aussi un côté des processus, comme dit Freud, absolument à construire, qui s'est construit notamment dans les transferts. Donc, à partir de quelque chose de déterminé, il y a quelque chose de contingent qui s'est créé, hein, qui s'est produit, et c'est là qui est la chose, je dirais, plus importante, et c'est là que la psychanalyse peut opérer. À partir de ces rapports tout à fait spéciaux entre le sujet et objet de quelque chose, mais en même temps, il peut en faire quelque chose, même à partir des formations de l'inconscient. Seulement un exemple. Je pense toujours que j'en parle à la fin de mon livre, une analysante qui était depuis quelques années en analyse et qui avait, comment dire, elle analysait très bien ses rêves, vraiment, hein, l'analysante presque modèle que vous pouvez avoir. Donc elle avait vraiment avancé, elle avait changé de position par rapport à sa famille, par rapport à ses relations sentimentales. Donc elle commence à analyser ses rêves avec tout ce qu'elle savait déjà en quelque sorte, hein. Elle reprenait justement d'une façon tout à fait classique et en même temps elle commence à faire un lapsus derrière l'autre. Donc et là, c'est-à-dire vous voyez quelque chose qui est un déterminisme inscrit et que le sujet reprend, en même temps l'inconscient est aussi quelque chose qui sort de ce déterminisme-là. Parce que notamment ce sont ces lapsus-là qui lui permettent en quelque sorte de ne pas figer les sens à partir d'un sens qui serait déjà inscrit et figé, déterminé, que le sujet pourrait simplement découvrir. Mais il ne s'agit pas de découvrir, il s'agit d'inventer dans la cure. Et à partir de formation de l'inconscient, il y a quelque chose qui s'invente, une invention du sujet sous la forme de la névrose, de la psychose. Mais c'est ce point-là qui m'intéressait particulièrement dans ce qui peut se passer dans la cure. Hein, il y a quelque chose, vraiment, les nouveaux, comme il intervient, les nouveaux, l'inattendu, à partir du déterminisme que nous amenons dès que nous rentrons disons, dans les cabinets de notre analyste, dont nous avons été, ou dès que notre patient rentre dans notre cabinet. Il y a tous ces poids derrière, mais après, les mêmes poids derrière deviennent autre chose. C'est ça qui est tout à fait spécifique et que je pense qu'il n'y a pas d'autres pratiques. Hein, la philosophie, là, il n'y a pas du tout. Hein. Mais je pense d'autres pratiques, hein, sauf peut-être l'art. Hein, je me dis peut-être l'art pourra rencontrer cette forme particulière de déterminisme, hein, qui se lie avec quelque chose qui est complètement contingent. Voilà. C'est les désirs qui décident. Donc disons qu'à la base, il y a les désirs qui décident et les sujets en fait quelque chose. Les lapsus, c'est déjà une forme de décider de son propre désir. Parce qu'on en fait quelque chose à l'analyse de son propre lapsus. Il n'est pas bon, hein, disons, quand les sujets s'en approprient de ces lapsus, il en fait quelque chose. Ça ouvre. Et donc, c'est pour ça que c'est curieux, parce que j'avais fait un séminaire à Espace Analytique il y a 3-4 ans, qui s'appelait Les paradoxes du désir, avec Vanina Micheli-Reichmann. Et après, cette année, j'ai remarqué que les forums font des journées sur les paradoxes du désir. Et il y a toute une partie de mon livre qui est vraiment centrée sur les paradoxes. Et après, donc c'était vraiment les vieux, hein, la vieille partie, il y a toute une nouvelle partie qui c'est en revanche l'ouvert, qui est complètement différente comme conception. Et aujourd'hui, je serais presque abandonnée les côtés paradoxes, parce que c'est ça, les paradoxes fait penser à quelque chose qui ne se résout pas, hein, qui est presque une aporie,
avec toute la richesse, hein, comme je l'ai dit au début, de qu'est-ce que c'est l'aporie pour la philosophie. Mais l'ouvert, hein, avec Rilke, avec Heidegger, devient autre chose. Hein. Ça devient vraiment... On sort de cette idée de quelque chose qui ne marche pas. Ça marche avec un mécanisme qui est tout à fait propre au mécanisme, qui a un mécanisme, qui a avec, bien sûr, il y a toute une relation avec, par exemple, la jouissance. Encore une fois, ces livres aussi cherchent d'éviter, comment dire, cette dichotomie un peu simpliste, hein, d'une certaine doxa lacanienne. Lacanienne, premier Lacan, deuxième Lacan. Ce qui intéresse le deuxième Lacan avec la jouissance, les réels, etc. Oublions les symboliques, les désirs premiers. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout parce que les désirs, c'est quand même que les désirs veulent la jouissance. Hein. Les désirs existent dans la recherche des jouissances. Donc il y a tout, à partir du paradoxe et de la jouissance du désir, il y a toute une série de schémas qui ont parcours encore en analyse, où parfois les désirs empêchent à la jouissance d'exister, parfois se confondent avec les plaisirs. Voilà, il y a tout un parcours du désir qu'on éprouve en analyse et que c'est intéressant d'y réfléchir plutôt que de penser en termes kantiens, comme font parfois les psychanalystes, vraiment avec les catégories, une catégorie et pas une autre. Hein. Et on oublie que pour Lacan, la structure était principalement constituée à partir des ensembles qui n'étaient pas complets, finis. Il y avait l'ouvert. Et cette non-finitude de la structure qui nous permet de penser l'ouvert dans les désirs. Et pas simplement d'un point de vue poétique, mais vraiment, c'est quelque chose, plutôt que les penser en, comment dire, en paradoxe, en contradiction, qui c'est bien sûr une pensée possible, mais qui peut, avec l'analyse, il n'est pas obligé d'être forcément en opposition à la jouissance. Mais au contraire, il permet une jouissance qui n'est pas la jouissance du départ, la jouissance impossible, et la jouissance qui nous traînait dans un rapport oedipien avec l'existence, en quelque sorte. Donc il y a vraiment, en ce sens, ouverture. Les désirs nous ouvrent sur une jouissance qui n'est pas cette jouissance impossible ou traumatique. Il y a toute la dernière partie de l'ouvrage que j'ai découvert aussi, hein, c'est une découverte assez récent pour moi. Je sais que vous lisez breton à l'école. Hein. Moi, en Italie, on ne le fait pas, hein, breton, hein, on l'écarte même. Moi, j'avais fait des études un peu de français, mais ce n'est pas breton qu'on étudie. Donc, je l'ai découvert ici avec Beaubourg, avec ses écrits, etc. Et donc, évidemment, j'étais très impressionnée par son concept d'hasard objectif. Et il est vrai que les désirs chez Lacan, hein, on pourrait vraiment les penser comme une figure du hasard objectif. Hein. C'est-à-dire quelque chose, encore une fois, du nécessaire et du contingent qui se rencontrent d'une façon tout à fait spéciale, hein, qui crée des situations inattendues, des solutions du problème. C'est ça qui m'a... Mon amie Marielle, honorée de ta présence. Et disons qu'il y a cette partie du hasard objectif où Breton, quand je pense à l'amour fou, il parle des solutions. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je préfère les termes ouverts par rapport à l'idée du paradoxe. L'ouvert, c'est vraiment la solution inattendue, hein, que pour lui, ça peut être la trouvaille, ça peut être aussi les formations de l'inconscient, les rêves, il est absolument dans cette démarche-là. Et, point le plus intéressant, l'amour. Voilà. Donc, il y a aussi, quand j'ai présenté mon livre à Nice, il y avait Jean-Michel Vives qui l'ai présenté avec Serge Lessourd. Et Serge Lessourd m'avait tout de suite dit « Ah, mais c'est quand même, vous faites tout un parcours sur les désirs, tu fais un parcours très intéressant, etc. Mais à la fin, tu finis, tu crois à l'amour. Hein? Tu crois à l'amour. »
Et moi, je dis non, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on n'y croit plus qu'on peut, enfant, vivre l'amour. Et en quelque sorte, c'est pas un pensée, c'est pas de l'optimisme, mais c'est l'idée de dénouer des mouvements qui nous détachent de cette idée, par exemple, d'un amour idéalisé, d'un amour comme ça total, etc., hein, possible, qu'en quelque sorte, grâce à l'expérience du désir, qui pour Lacan est vraiment enchaînée à l'expérience de la castration, à partir de là, que c'est une libération de l'existence, hein, je pense, à partir de cela, il y a cette possibilité, notamment, de ne plus croire à l'amour, et donc, finalement, de pouvoir le vivre. Voilà. Hein, il y a cet élément-là qui est, voilà, c'est l'idée de pouvoir articuler, hein, ne pas penser toujours l'amour comme narcissique, l'amour comme fermeture sur soi, l'amour comme auto-érotique, mais il y a vraiment, encore une fois, Breton le dit très bien, il y a une possibilité de la rencontre. Voilà. Que ce n'est pas y croire, c'est le vivre. Hein. C'est comme l'idée, quand même, je parlais tout à l'heure du désir à partir des formations de l'intuition, mais il est vrai qu'il y a aussi une possibilité, hein, je l'écris à la fin de l'ouvrage, le désir, en quelque sorte, commence avec son accomplissement. Ce n'est pas les désirs qui cherchent un objet impossible, hein, ce n'est pas les désirs hystériques, hein, qui est les centres, la finalité, je pense, dans une cure, de chercher toujours l'impossible, hein, les désirs qui n'est jamais satisfait, mais il y a un point où on peut faire l'expérience de la satisfaction du désir, et c'est notamment la satisfaction du désir qui, en quelque sorte, permet que les désirs puissent se reconstituer d'une façon qui n'est plus oedipienne, qui n'est plus névrotique, en quelque sorte. Je voudrais vous citer Lacan, je sais, ça fait un peu argument d'autorité, mais bon, hein, vraiment, ce n'est pas mon but, mais ce qu'il dit dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11 au sujet de la satisfaction, les mirages de la vérité dont seul le mensonge est à attendre n'a d'autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse. Hein? Vous connaissez probablement ce texte. Et cela, ça me paraît tellement, comment dire, tellement original, tellement courageux par rapport, vous savez, Lacan, à l'époque, on était encore dominé par l'esprit 19e siècle, hein, où il y avait cette exaltation du malheur pour être profond, intelligent, fort, etc. Et il fallait être dans les malheurs, il fallait être dans, voilà, dans ces sortes d'un tragique qui n'est pas le tragique d'Alain Didier-Weiss, si je peux me permettre, parce qu'il va un peu dans mon sens par rapport à... Il travaille aussi la question de la joie, mais c'était vraiment un tragique lourd. Hein. Et Lacan, d'ailleurs Freud aussi, hein, quand il précise la banalité de la névrose, en quelque sorte, c'est très original, hein, par rapport à son temps. Il dit ne pas rester comme les romantiques dans ces sortes d'autosatisfaction de l'insatisfaction, libérez-vous et pensez, hein, comme il dit dans Conseil aux médecins, j'en parlais ce matin aux étudiants à Paris 7, hein, de pouvoir jouir et travailler. Simplement que c'est quand même pas mal de pouvoir aimer et travailler. Ben, je ne sais pas pourquoi je pense jouir, mais bon, aimer travailler. Vous voyez, il y a toujours... Voilà. Mais disons, vous voyez, il y a dans ces deux penseurs une originalité que je ne sais pas pour quel penchant. Hein. Certains analystes, après, il reprend les versants inverses et considère l'analyse comme une perte. Voilà, bien sûr, il y a l'expérience de la perte, mais grâce à l'expérience de la perte, qu'on peut, et de la castration, qu'on peut s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Oui, alors peut-être qu'on en avait parlé aussi un petit peu dans ce sens. Peut-être que ce qu'on n'entend pas suffisamment dans votre livre, mais effectivement, d'après ce que vous dites, c'est pas l'angle que vous avez souhaité prendre. Il y a quelque chose du risque
du désir que l'on n'entend pas. Mais bon, c'est un choix. Parce que finalement, bien sûr, sans tomber dans le tragique du désir, à la romantique, il y a quelque chose d'une prise de risque, ne serait-ce que dans ce désir du psychanalyste qui se confronte à la cure. Et on sait bien que finalement, c'est beaucoup de trébuchements quand même auxquels on est en but et qui nous font travailler. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça à la lecture qui paraît un processus qui ne peut qu'aboutir en suivant ces étapes vers effectivement une certaine joie ou une certaine satisfaction de l'amour ou du travail. Voilà. Mais bon, vous en faites entendre que vous teniez à ne pas... Oui, je n'étendais pas, je tendais à ne pas, ne pas rentrer dans cette idée-là, mais vous avez raison de rappeler les risques. Hein. Il y a parfois, pas probablement trop développé, mais il y a par exemple, même à la fin, quand je parle de la joie, hein, si on les prend, la joie c'est un terme qui peut, encore une fois, hein, ça peut tout de suite amener à la théologie, à la religion, etc. Et il est vrai que si on reste dans les concepts de Spinoza, la joie est un passage. Ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas les points aboutis. Parce que sinon, ça serait la béatitude. La joie, c'est vraiment une possibilité de penser les passages. Et donc, comme tout passage, hein, n'est pas réalisation, comme la traversée du fantasme. Ce n'est pas un point final, hein, comme parfois elle est aussi présentée la fin d'année. Ce n'est pas un point, ok, on est arrivé là-bas et on a traversé. Non. L'idée que je voulais laisser dans les désirs, c'est vraiment cette idée qu'au fond, on n'arrive jamais nulle part, même lorsqu'il y a la satisfaction. S'il y a la satisfaction de quelque chose, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'aboutissement, c'est un passage vers quelque chose d'autre. Évidemment, hein, comme vous le rappelez justement, ça comporte des risques, vraiment. Hein, disons, comme vous dites, d'un point de vue de l'analyste, mais aussi d'un point de vue de chacun d'entre nous qui décide de faire ces parcours-là. Mais pour revenir aussi sur votre question, sur les passages des concepts, il est vrai que, bien sûr, il faut distinguer, il faut bien sûr préciser que c'est un concept psychanalytique, mais quelque part, la question, c'est penser la psychanalyse en amont. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'art, on peut utiliser l'art, on peut utiliser les bandes dessinées, on peut utiliser la philosophie, on peut utiliser la médecine, on peut utiliser n'importe quel champ, bricolé comme je disais tout à l'heure, c'est la question originale est une question psychanalytique. Hein? Deleuze disait, quand il faisait ses livres sur le cinéma, les gens disaient, mais tu es devenu un critique des cinémas, tu es devenu un historien de l'art. Lui disait, non, moi je crée des concepts philosophiques. Après, que j'aille chercher dans les théâtres de Carmelo Bene, que j'aille chercher dans les films de n'importe qui, ou je ne sais pas, de Godard, ce que je fais, je crée des concepts psychanalytiques. L'idée que je me fais, ce n'est pas de créer des concepts, excusez-moi, philosophiques, psychanalytiques, mais c'est d'interroger les concepts psychanalytiques. Alors, si pour interroger les concepts psychanalytiques, il faut faire des passages par la philosophie, la bande dessinée, l'art, n'importe quelle autre discipline hein, qui rencontre ou pas la psychanalyse, je pense qu'on a intérêt à le faire. Hein, surtout parce que ça nous permet de ne pas être, voilà, hein, de ne pas nous renfermer à partir de certains concepts que parfois ils ont besoin d'une ouverture sur quelque chose ailleurs. Hein. Ça, c'est vraiment une méthode. Je ne dis pas que ce soit la seule méthode, mais disons, c'est cette possibilité-là. Hein. Quand Deleuze parle de cinéma, moi j'ai l'impression qu'il parle philosophie. Hein. Alors peut-être je n'ai pas réussi dans mon
dans mon propos, mais l'idée c'est de parler psychanalyse en passant par les champs principalement de la philosophie, mais il y a aussi de la littérature, il y a aussi, mais principalement c'est la philosophie. Voilà. Ça c'est les partis pris que j'ai pris. Les partis que j'ai pris, c'est notamment de prendre les concepts des décisions, notamment pas de ce point de vue-là, c'est-à-dire de les reprendre à partir de son étymologie. Decidere, c'est un terme latin, ça vient du latin. Du latin, ça veut dire à la fois tomber et trancher. Donc vous voyez, ça n'a rien à faire avec les concepts des décisions au niveau conscient, comme on l'entend aujourd'hui, maîtrise, etc. Donc, si vous les reprenez à partir de cette idée tomber, il y a comme l'idée il y a vraiment l'idée d'une chute, comme on sort Einfall, quelque chose de l'ordre de l'Einfall. Je n'avais pas d'ailleurs pensé ça, mais vous me faites penser. Et aussi trancher, comme s'il y avait un acte, c'est-à-dire vraiment, moi je pense aussi la jouissance qui chute en quelque sorte, cette jouissance qui nous bloque et qui ne veut pas l'inattendu notamment, qui ne veut pas l'inattendu, qui veut rester bloqué, fermé, qui nous hante, jusqu'à quand on arrive enfin à faire des formations de l'inconscient et des actes. Et l'acte qui tranche, c'est ça la décision, telle que je l'ai travaillé dans mon livre du début à la fin, en sachant qu'évidemment, ça donnait lieu à des malentendus. Mais comme disait Bataille, les livres est l'ensemble des malentendus qu'ils génèrent. Ça me plaît comme idée. Donc, j'accepte très bien les malentendus. Mais l'inattendu, comme vous dites, est absolument en rapport avec cette idée de quelque chose qui tombe et que l'acte va se produire. Vous voyez, avec cette relation entre chute et tranché. Il y a là le cœur de l'inattendu, qui est notamment quelque chose avec lequel je vous invite. La décision, oui. Je pense qu'il y a toujours... très intéressant votre question. Je pense que si on considère décision toujours avec ces doubles tranchants, et il est vrai que donc il y a quelque chose qui vient, mais que les sujets s'autorisent à dire. Et ça, c'est très important. Et qui le surprend. Et qui le surprend lui-même et qui surprend l'analyse. Ce n'est pas évidemment les données du sens comme on pouvait l'entendre. Ce n'est pas du tout ça. C'est cette idée de l'inattendu, de la surprise. Mais encore une fois, et ça revient à votre question originaire, il est vrai que quand on commence, on est toujours, parfois, on se retient par rapport à ses désirs. Alors, parfois, on ne se retient pas du tout, et ce n'est pas bien non plus, je veux dire. Mais l'idée, c'est encore une fois, il faut que les psychanalystes puissent assumer cela, et avec des conséquences et des risques, notamment. Ce n'est pas que toutes sortes d'interprétations, névrosées ou psychotiques, peu importe, ça peut comporter des effets. Donc, on sait que dès qu'on décide, dans le sens que vous présentez même si on interroge l'idée de l'interprétation du psychanalyste, évidemment, il y aura des effets. Et c'est là où les psychanalystes peut assumer. Il assume son acte d'analyste. Donc, il est vrai qu'en quelque sorte, ce n'est pas du tout l'idée qui avait introduit Lacan, mais qu'il abandonne, l'idée du psychanalyste comme mort. C'est pas du tout, je ne propose pas du tout cette lecture ou cette conception de l'analyste. C'est l'analyste qui assume ses interprétations. Et à la fin de son enseignement, Lacan la reprend, et le concept d'interprétation, ça redevient un concept très vivant chez lui, qui n'est plus évidemment, une fois qu'il est bien éclairci, qu'il ne s'agit pas d'interpréter au niveau du sens, mais à partir de l'effet que vous proposez, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, c'est intéressant parce que quelque part, même, c'est tout à fait saisissable ce que vous dites par rapport à la temporalité et la question du désir, qu'il y a vraiment une relation avec la temporalité qui est tout à fait originale et tout à fait précise et unique dans les parcours du désir qui est parcouru lors d'une analyse.
il y a vraiment, il parle aussi d'un temps de la hâte. Hein. Il y a aussi qu'avant de conclure, voilà, il y a quelque chose, donc on voit bien que comment il est présent Lacan, encore une fois, il n'est pas du tout dans l'idée de l'idéalisation d'une fin. C'est une conclusion qui arrive comme un espèce de rapsus, et là il y a les risques. Hein, il y a quelque chose toujours d'un risque qui se présente, c'est pas du tout, et à ce point-là, c'est là la distinction, par exemple, avec les stoïciens. Hein, c'est sur les points que vous avez évoqués tout à l'heure, je suis d'accord, mais il est vrai aussi que les stoïciens, il y a aussi l'idée comment dire, d'une résolution du désir terminal, hein, c'est-à-dire on arrive avec l'état d'ataraxia, où le désir est mis à côté, on se protège des risques, etc. Donc il y a tout absolument respectable et probablement efficace comme possibilité d'existence. Hein. Ce n'est pas du tout une critique aux certaines pratiques bouddhistes aussi, aux certaines autres souffrances. Il y a plein d'activités qui peuvent amener à une sorte d'état de joie, hein, différent. Mais il est vrai que le processus de l'analyse n'est pas celui-là. La conclusion, la fin, est toujours c'est pour ça que voilà, est toujours compliqué et il reste toujours quelque chose d'inassouvi en quelque sorte. Et là, la satisfaction dont, à mon avis, parle Lacan, c'est notamment une satisfaction qui n'est pas la satisfaction de l'hystérique qui veut toujours un peu de plus. Que la satisfaction dont on peut considérer qu'en fin d'analyse, on peut y faire, c'est notamment parce que ce n'est pas les rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est encore la satisfaction du névrosé. Le non-rapport sexuel, ce n'est pas une question de rapport sexuel, ça n'a rien à voir. Non, mais disons, prenons les choses d'un autre point, pour essayer d'être clair, lisons l'idée qu'il puisse y avoir satisfaction, c'est simplement lorsqu'on a fait l'expérience de la castration ou alors du non-rapport sexuel, de quelque chose qui n'a pas droit de ne pas être appelé satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une satisfaction qui se fait avec une modalité de base. Je vous donne la parole, excusez-moi, mais je tiens à préciser ces points parce que je ne voulais pas que ça soit vraiment la simplification, comme l'hystérique finalement a son petit bout qu'il ne pouvait pas avoir, l'enfant est là, elle est contente, elle a cassé les mètres, elle a pris sa place, c'est pas du tout de cette satisfaction-là que je parle. Hein? Mais c'est vraiment l'idée, comment penser hein, que les sujets ne soient pas dans une idée d'une satisfaction impossible. Hein, qui soit vraiment, comme je disais tout à l'heure, comme si un désir puisse exister non plus à la façon du philosophe, donc à la façon sartrienne, où il y aurait toujours quelque chose d'impossible, un tout qu'on ne pourrait jamais rejoindre d'un point de vue, disons, d'un point de vue de l'épistémologie, excusez-moi, d'un point de vue oui, d'un point de vue vraiment de la totalité qu'on pourrait rejoindre. Hein. Mais en réalité, quelque chose qui ne passe pas par la totalité. Quelque chose qui ne passe pas par ces formes-là. Le concept. Pardon? Les concepts. La non-totalité, c'est un concept. La non ah, je vois que vous insistez sur les concepts. Oui, oui. Mais si vous voulez sortir du concept, c'est simplement hein, pour donner, j'essaie de penser à un concept, c'est-à-dire quelqu'un hein, qui continue, une simple étudiante hein, qui au début était obsédée par les notes, par être toujours la meilleure, par être toujours dans cette idée impossible de satisfaction du désir maternel et en même temps de dépasser les pères dans une situation hystérique classique, qu'à partir d'un certain nombre de séances, hein, elle s'enfonce de plus en plus dans cette idée, à partir d'une certaine chose qui se déroule de la cure, hein, elle découvre qu'au fond, les études qu'elle fait lui intéressent. Donc il y a un déplacement entre la course pour avoir la meilleure note à l'effet
que tout d'un coup, les mathématiques deviennent pour elle quelque chose où elle me fait des séances. J'ai appris un peu de mathématiques dernièrement, hein, parce qu'elle me parle que de mathématiques. Donc on a oublié papa, on a oublié maman, on a tout oublié, et ça reste les mathématiques. Elle est intéressée par ça, elle n'est pas psychotique. Hein. Mais disons, elle a découvert quelque chose hein, qui l'intéresse et qui la satisfait. Elle est contente. Elle me dit, après, elle prend parfois des bonnes notes, parfois elle a commencé même à prendre parfois des... Mais elle m'en parle même pas. La première fois, elle me l'a dit, cette fois-ci j'ai un peu moins réussi que la dernière fois. Elle fait des études approfondies dans des écoles importantes. Mais disons, vous voyez la différence entre les passés, entre l'effet d'une satisfaction qui serait une satisfaction de l'ordre du phallique et une autre satisfaction que ça vient de son désir. Si on ne veut pas utiliser les termes satisfaction, on peut utiliser un autre. Hein. Moi, à mon avis, il ne faut pas trop forcer et insister là-dessus. En utilisant accomplissement ou autre chose, comme dans les rêves. Hein. Par exemple, hein, voilà, la question c'est que les désirs et c'est là peut-être la partie risque hein, que je l'ai dit d'une façon, c'est-à-dire les désirs est, je dis rien de nouveau, c'est la dit, hein, c'est forcément le désir de l'autre. Et il n'y a pas de possibilité de se libérer de cette, disons, construction structurale hein, qui hante tout sujet. Donc, à partir du désir de l'autre, c'est là qu'il s'ancre toute la question de la pulsion de mort. Le désir est en soi aussi lié et en relation à la pulsion de mort. Lacan disait la toute pulsion est virtuellement toute pulsion de l'autre. Excusez-moi, la toute pulsion est virtuellement pulsion de mort. Donc il y a quelque chose dans cette Non mais je ne te demande pas ce que dit Lacan. Non, mais attends, je te ne veux demande pas tout embrasser. Qu'est-ce que toi tu as à dire Je pense qu'il y a l'idée, parce que encore une fois, ça dépend comment on entend chez Freud. La pulsion de mort n'est pas du tout le désir de mourir. Il y a bien sûr ce que tu dis, la fameuse... Je n'ai pas dit désir de mourir, j'ai dit désir de retourner à l'inanimé. Il y a un aspect, il y a cet aspect que tu dis, cette contradiction entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, où il y a tout un point dans les moi et de ça, qu'on ne comprend plus quelle est la pulsion de vie et quelle est la pulsion de mort. Parce que parfois, il y a les suppôts de la pulsion de mort qui sont la pulsion de moi, qui ça serait ce qui maintient en vie et non plus les pulsions sexuelles. Il y a tout un passage où ce sont les pulsions sexuelles qui sont les pulsions de vie et en revanche c'est l'inverse. Donc c'est très complexe. Mais moi, je te parle d'un autre passage où quand même il parle de la pulsion... Il sort un peu de cette idée qui est à la base quand même de ce dualisme pulsionnel dont il parle souvent, mais il y a vraiment comme l'idée d'un parcours à obstacles, hein, que ça serait le désir de mourir, ça serait vraiment quelque chose d'un parcours tout droit, et notamment la pulsion de mort, c'est presque un parcours à obstacles. Moi je l'interprète comme ça, comme si c'était vraiment les sujets, encore une fois, décident, choisissent, hein, selon les voies de la névrose, la psychose, ou la perversion, de dribbler en quelque sorte par rapport à ces points qui est le désir de l'autre, qui nous met toujours dans une position d'être objet du désir de l'autre. Et là, il y a la relation avec la pulsion de mort, de se faire objet du désir de l'autre. Et là, ça serait le parcours direct. Avec l'idée de la pulsion de mort de Freud, c'est plus compliqué. C'est un parcours à obstacle, les sujets dribblent par rapport à cette idée définie, au point que Lacan, dans les séminaires 7, il dira aussi, la pulsion de mort, c'est une sorte de volonté de recommencer à nouveau frais. Hein? Ça, c'est un passage intéressant. Et c'est dans cette idée-là, je sais, c'est Lacan qui l'a dit, pas moi, mais quand même, il est vrai que les reprendre et rappeler ces passages-là, ça me paraît important. Parce qu'encore une fois, ça évite cette idée de penser la pulsion de mort liée à la mort.
Ce n'est pas, Oui. et pas forcément C'est toute la force de la pulsion de C'est mort. toute la force de la justement pulsion de mort. c'est de ne pas la penser par rapport Voilà. à la Non, mort. mais c'est évident. C'est évident. Et même par rapport au Je retour de comprends pas votre l'inanimé, selon Lacan, ce n'est pas au même un Freud qui après développe autrement sa question originaire des vies mortes dans cette dichotomie qui parfois est très simple. Hein, quand parfois il reste dans cette dichotomie-là, parfois c'est compliqué, penser les concepts ou les situations. Mais là, cette idée de recommencer à nouveau frais, donc il y a un passé vital dans la pulsion de mort. Et les désirs la héritent, cette pulsion-là. La quoi? La hérite, hein, il en fait quelque chose de cette pulsion-là. C'est pour ça qu'il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a toujours cette idée de danger dans les désirs qu'on est toujours sous les fils. Hein, on est toujours sous les fils. Ce n'est pas sûr que ça n'épanche pas de l'autre côté. Cette fille passionnée des mathématiques, ce n'est pas sûr qu'un jour elle puisse être vraiment dans un moment peut-être maniaque ou complètement submergée par cela, qu'elle n'arrive plus à avoir des rapports amoureux, qu'elle n'arrive plus à penser autre chose. Et parfois j'ai peur, parce que ça a été devenu, comme je suis contente qu'elle n'est plus dans cette position de satisfaction pour l'autre, qu'elle est dans quelque chose pour elle-même, en même temps parfois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre danger par rapport à ces désirs qui, en quelque sorte, qui répond à une autre direction, hein? Donc, disons, en ce sens-là, voilà, hein, il y a toujours ces points compliqués. Encore une fois, si vous voulez, les désirs, il y a aussi tout simplement, encore une fois, si on prend l'hystérique, l'effet de désirer que l'autre la désire, hein, ça met tout en marche, les désirs qui, encore une fois, ce n'est pas les désirs dont je parle à la fin de la cure, hein, ce n'est pas du tout cette forme de désir-là. Désir, et il y a aussi toute la démarche de désirer les désirs, hein, qui peut être très dangereuse, hein, parce que, encore une fois, ça protège les sujets en quelque sorte, hein, on resterait dans cette idée d'une insatisfaction impossible, donc ça pourrait rester toujours au niveau de quelque chose qui n'a pas rapport avec l'acte. Et c'est dans l'acte que le désir peut se manifester, parce qu'il y a aussi tous les rapports avec la castration. Effectivement, ce que vous mettez en évidence qui m'intéresse beaucoup, ce sont tous, notamment ces passages qui, en quelque sorte, il s'agit du désir, mais encore une fois, d'un désir qui est empêtré par rapport à la structure ou par rapport à la névrose, d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais encore une fois, on peut penser à un désir qui ne soit pas toujours empêtré dans la névrose. Il y a un passage dans l'identification de Lacan aussi qui est très intéressant pour revenir sur la question aussi du hasard objectif et de la rencontre, qui est proche de la question du désir, qui notamment il parle, je ne l'ai pas en tête par cœur la citation, mais c'est vraiment l'idée que dès qu'on renonce au phallus, encore une fois, l'identification au phallus, la recherche du phallus dans l'autre, dans soi, etc., lui il dit on peut faire l'expérience des objets du monde. C'est une très belle phrase. Hein? Faire l'expérience, proche encore une fois de Breton. Vous voyez, faire l'expérience. Hein? De quoi? Breton, hein, de l'idée des objets, de la retrouvaille, de la rencontre. Et c'est vraiment des petites perles de la psychanalyse, je trouve, hein, qu'on ne prend pas, on a nos concepts auxquels on travaille habituellement. Parce que penser qu'on puisse faire la rencontre des objets du monde, hein, c'est vraiment, alors on est concentré sur il n'y a pas de rapport sexuel, mais en même temps il n'y a pas de rapport sexuel, mais on peut rencontrer les objets du monde. C'est fort rencontrer les objets du monde. C'est rencontrer l'autre, rencontrer les expériences. C'est une formulation assez poétique. Hein, exactement, ce sont des formulations poétiques, mais qui nous laissent... Hein, je sais que la formation, il n'y a pas de rapport... Cette formule a eu beaucoup de succès, hein, parce qu'on est tous contents, parce qu'on dit, bon, on ne jouit pas, alors on se renferme en nous, et bien non. Hein. Là, quand on nous dit il n'y a pas de rapport sexuel, donc on ne va pas commenter cette phrase
qui a été commenté par des gens bien plus savants que moi. Mais à partir de ces points-là, on peut, du fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a la rencontre des objets du monde. Et pour moi, c'est vraiment d'une force, hein, et d'une... c'est même pas une question d'être positive ou négative, c'est une phrase qui nous permet vraiment, qui nous guide dans notre désir d'analyste, de rencontrer. Hein, c'est pas du tout une pratique, il ne s'agit pas non plus de penser une pratique affective, hein, comme ça avait été pensé avant Lacan par rapport au rapport affectif, hein, contre-transfert, transfert, etc. La structure nous permet un peu de ne pas penser en ces termes. Mais vraiment, à partir de cette idée-là, comment on peut rencontrer les objets du monde, hein. C'est vraiment une question, à mon avis, qui est très importante dans notre travail. Je pense qu'on pourrait... Le problème que parler d'amour de la vie, ça me fait penser toujours à quelque chose qui est pensé. Donc voilà. Hein, donc ça, mais être dans la vie, l'existence, mais... Et peut-être s'autoriser à vivre. Voilà, voilà, ça plutôt une autorisation au même à lâcher prise et tout ça. Hein. Ça, sûrement oui. J'ai pris l'amour parce qu'il m'a semblé que tu avais repris ce terme-là. Mais l'amour aussi dans l'essence vraiment... Dans un autre sens. Moi, je le pense aussi dans l'essence classique. Hein, pouvoir, vous savez, ce qu'il disait, là encore une fois, on a encore Spinoza qui nous dit quelque chose d'important. Spinoza disait, aimer, c'est être affecté positivement par l'autre. Vous voyez, hein, quelle belle phrase sur l'amour. Pour pouvoir être affecté positivement, donc avec joie, par l'autre. Donc c'est les siens, encore une fois, c'est pas loin de Lacan, rencontrer les objets du monde. Et donc si on se donne cette possibilité, et voilà, hein, je pense que la psychanalyse peut penser comme ça, sans être une petite pratique de l'optimisme, comme sont très à la mode aujourd'hui, d'autres pratiques. Alors, j'étais aussi assez, intéressée et amusée par le dernier chapitre de votre livre, Sylvia, sur la jouissance autre. Enfin, vous reprenez, voilà, l'autre jouissance. Et alors, bon, on va pas s'étendre, il n'est peut-être pas si tôt que ça, mais finalement, Sylvia Lippi, il va franchement, je veux dire, elle ne s'en tient pas à ce que dit Lacan, et elle reprend les choses, elle reprend justement les choses à sa manière, et en précisant, au fond, qu'après tout, on a dit beaucoup de choses sur la jouissance féminine, mais il y en a encore à dire, et elle en dit un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout inintéressantes sur les différentes modalités de la jouissance féminine. Une modalité est notamment la simulation. Voilà, hein, j'étais assez amusée par tout ce que vous dites de la simulation. C'est vrai que c'est vraiment une certaine expérience des patients qui nous racontent, hein, de cette situation-là, et que parfois, il faut dire que les hommes, ils ne sont pas au point de ce qui se passe. Non, au sens qu'il est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup théorisé, beaucoup d'hommes aussi ont parlé, ils ont défini la jouissance féminine, etc. Mais il y a vraiment, hein, c'est pas. D'ailleurs, l'homme aussi c'est compliqué, mais bon, dans les cas, je parlais de la jouissance féminine. Hein. Si on considère comme jouissance, pas vraiment l'éjaculation au sens physiologique. Hein, donc c'est pour ça, hein, c'est ça la question problématique. Donc il est vrai que la simulation, c'est aussi Piero Lanier qui m'a donné l'idée de parler de ces cas-là, parce qu'elle prend l'exemple d'une analysante à elle, qu'elle était allée à une conférence de psychanalyse, et tout le monde parlait de la jouissance féminine. Elle-même, après une analyse, elle dit à Piero Lanier, mais je suis un peu préoccupée, parce que tout le monde a parlé de la jouissance féminine, et je me suis rendu compte que peut-être moi je ne jouis pas, parce que moi je ne jouis pas de la même façon de laquelle tout le monde a parlé. Hein, donc vous voyez, et donc elle s'est mise elle-même en discussion par rapport à tous ces psychanalystes qui disaient parler de la jouissance. Et donc il est vrai que la simulation, c'est
ça peut être, moi c'est une forme de jouissance, évidemment, hein, parce que même s'il n'est pas la jouissance propre qu'on entend, mais il est vrai qu'il y a dans cette pratique, il y a une façon évidemment de simuler et donc ne pas pouvoir rencontrer l'autre, parce qu'on reste dans cette simulation, on ne lâche pas prise, hein, donc c'est une façon qui coupe, notamment qui vient rejoindre l'idée de la frigidité, en quelque sorte. Et il y a une autre façon que c'est parfois des femmes qui m'ont raconté, plus qu'une, que c'est quelque chose qu'ils pratiquent, et après c'est un peu pour chauffer l'affaire, hein, disons qu'après, hein, au sens qu'il commence, parfois il y a quelque chose de semblant, voilà. Là, ça peut être simplement du semblant, qu'après, c'est un moment presque de préparation et qui ouvre en jouissance qui peut être différent, hein, pas rien de plus que du semblant. Après, il y a un point auquel je tiens assez, que j'ai analysé certaines formes de jouissance mystique, à partir aussi d'un test de Boissiroux, qui me paraissait très intéressant. Boissiroux. Hein? Oui. Michel Boissiroux, exactement. Je m'interroge, ce qui m'interroge notamment d'ailleurs, comment on pourrait dire que dans la jouissance mystique, il n'y a pas de fantasme. Mais ça, ce sont des questions. Et je ne sais pas si ça m'étonne. Hein. Avec Dieu et tout ça. C'est ça, c'est pas des grands. C'est Dieu des saints. Mais quand même, c'est déjà les termes. Un peu sur terre un instant. Bah ça, c'est, je reprends des phrases. Hein. Je reprends Boissiroux et je critique un peu ça pourrait correspondre à quelque chose. Oui, parce que quelque part, à partir, moi j'ai essayé d'analyser les mêmes tests qu'a analysé Boissiroux, et lui, il expliquait à partir de ces tests que c'était dans une jouissance, les sujets étaient dans la jouissance du néant, ou encore une fois dans cette idée du S du grand tabaret. Et moi, je repère dans les mêmes textes où ce dont il parle, dont il parle les mystiques, c'est toujours les mystiques lui-même qui n'arrivent pas à être comme Dieu. Donc il fait à être comme Dieu, mais Dieu lui-même, il est dans la jouissance toute. Vous voyez, je prends, après on pourrait prendre les textes, mais je veux dire, l'idée que c'est rare, moi je n'ai pas trouvé des mystiques qui parlent notamment d'une jouissance, d'un Dieu qui jouirait d'une façon qui n'est pas parfaite, tout, etc. Donc c'est toujours référé à lui-même, le fait de ne pas être dans cette... Et à ce point-là, on peut dire que c'est une jouissance du néant, etc., mais c'est de la part du mystique. Il y a toujours l'idée d'un Dieu qui n'est pas dans les néants. C'est ça là, ce qui fait problème. Et ce qui est très intéressant... Est-ce que Schreber est mystique? Est-ce que Schreber est Oui, mystique? je pense. Oui. Tout mais à fait. Son Dieu n'est pas très parfait. Hein. Son Dieu n'est pas très parfait. Oui, mais vous avez raison, mais est-ce qu'on pourrait parler de la même jouissance de Sainte Thérèse que vous verrez dans Bernard comme celle de Schreber? On n'a pas encore trouvé l'appareil qui mesure. Non, on n'a pas trouvé. C'est pas Sainte Thérèse, mais disons, c'est pas la jouissance, c'est pour ça que je vais dire, il est vrai qu'il a il y a eu une époque où il est allé aussi dans la jouissance de la femme, en parlant de la femme comme une sorte d'érotomanie. Bon, je dis que je serai plus modérée, c'est pour ça que je me suis quand même concentrée sur l'idée de comment on peut jouir grâce aussi à un partenaire. Comment heureusement quand même. On est c'est qui? Comment ça pouvait être? Et disons à partir de, parce qu'au fond cette jouissance-là qui nous interroge aussi. Hein, qu'est-ce qui se passe dans toutes ces formes, voilà, de la jouissance de la femme qui sont moins claires. Qu'est-ce qui se passe avec ce pas tout? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon, qui concerne les bipèdes femmes et les bipèdes hommes, hein. C'est bien, c'est pas là. Hein. Comment? J'en ai pas donné. Mais ça, c'est les mystiques. Ouais. Mais il est vrai que même, oui, c'est vrai que toute la question du patou,
c'est vraiment c'est un rapport, à mon avis, des tensions entre la castration il n'y a pas entre les faits qu'il y ait de la castration et le fait qu'il puisse ne pas y avoir. Mais si on découpe la relation entre les deux, j'ai peur que il y a un au-delà de la castration. Ça, je ne sais pas. Un dépassement phallique nous propose, du signifiant phallique nous propose Lacan. C'est des petites bricolages. Oui, mais moi ça m'interroge. Ah bah moi aussi, hein. Vous savez, je ne les prendrai pas comme, voilà, hein, bien sûr ce sont des choses qu'il a dit, mais il est vrai qu'on est, tandis que quand on analyse, si vous voulez, des questions par rapport, encore une fois, à des cas ou des situations qu'on peut retrouver avec certains patients, à mon avis, on peut là aussi, et c'est ce qui fait Piero Lanier, qui est une femme d'ailleurs, et pas un homme, et qui s'interroge, à mon avis, sur la jouissance féminine, à partir aussi de ces impasses, plutôt que ces formes de réalisation au-delà de la castration, qui encore, moi, ça me fait un peu... voilà, que ça ne me convainc pas l'idée qu'il puisse y avoir un au-delà, même avec l'élégance avec laquelle Lacan le précise. Comment vous allez entendre cette jouissance autre? Vous n'allez pas tout rabattre sur la jouissance phallique? Non, non, mais disons qu'on peut penser la jouissance d'autre à partir pas forcément à partir du langage du corps, mais pas forcément à partir d'un au-delà. Voilà. L'idée d'au-delà, moi je pense toujours au paradis. Donc je préfère l'écarter, même si Lacan ne l'a pas fait. Voilà. Merci. Merci. Merci.